Je m'appelle Sienna Upton. J'ai 30 ans. Lors de la dernière fête des mères, ma sœur s'est levée à table, elle a annoncé sa 3e grossesse comme si elle venait de gagner un prix Pulitzer, et ma mère a applaudi si fort, que les voisins l'ont probablement entendu. C'est tout ce que je voulais, a-t-elle dit, en joignant les mains comme pour une prière exaucée. Puis, mon père m'a pointé du doigt. Tu vas emménager pour l'aider. J'ai cligné des yeux. Quoi? Ma sœur a ri. Tu n'as rien de prévu de toute façon. Nous allons arranger ta vie. Il y avait 15 personnes à cette table. Pas une seule d'entre elles n'a eu l'air mal à l'aise. Pas une seule n'a dit, peut-être qu'il faudrait lui demander d'abord. Alors, j'ai hoché la tête. Je me suis levé, et je suis sorti sans dire un mot. Le lendemain matin, à 7h15, mon téléphone a sonné, affichant un numéro inconnu. Bonjour, madame. C'est l'agent Kowalski, du département de police de Fort Wayne. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner. Laissez votre position et votre heure locale dans les commentaires. Je veux savoir d'où vous m'écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener au moment où ma famille a décidé que ma vie leur appartenait et qu'ils pouvaient la gérer. J'ai grandi dans une maison de plein pied avec 3 chambres, du côté de Fort Wayne, dans l'Indiana. Mon père, Gerald, a été électricien pendant 28 ans, avant que ses genoux ne lâchent et qu'il ne prenne une retraite anticipée. Ma mère, Donna, restait à la maison. Elle dirigeait cette maison comme un petit gouvernement. Chacun avait un rôle. Chacun avait un travail, et c'est elle qui décidait de ce qu'ils étaient. Ma sœur aînée, Meredith, correspondait parfaitement au modèle. Mariée à 26 ans, premier enfant à 28 ans, le deuxième à 31 ans. Elle vit à 10 minutes de chez mes parents avec son mari, Todd, et chaque dimanche, elle amène les petits-enfants, réglés comme une horloge. Aux yeux de ma mère, Meredith est le produit fini. Et puis, il y a moi. J'ai obtenu un diplôme en comptabilité, j'ai déménagé à 25 minutes de là, dans un appartement d'une chambre, et j'ai commencé à travailler à distance pour un petit cabinet d'audit. Je conduis une Civic qui a 9 ans. Je dîne seul la plupart du temps, et cela fait 5 mois que j'étudie pour mon examen d'expert comptable, CPA, la chose qui pourrait changer toute la trajectoire de ma carrière. Mais rien de tout cela ne compte pour ma famille. À chaque fête, c'est le même scénario. Alors, tu vois quelqu'un. Tu travailles toujours de chez toi? Ça doit être agréable, d'avoir tout ce temps libre. Les questions sont toujours emballées dans des sourires, mais le message sous-jacent est toujours le même. Tu es en retard. Meredith est félicitée pour avoir donné des petits-enfants à ma mère. Moi, on me demande quand je vais commencer à vivre. Et il y a cette chose, que mes parents ne me laissent jamais oublier. Ils m'ont aidé à payer une partie de mes études universitaires. 12 000 $. Il y a 8 ans. Ma mère en parle au moins une fois par mois, parfois 2. Je t'ai donné 12 000 $ pour que tu puisses avoir une carrière, dit-elle, en scrutant mon appartement comme s'il l'offensait personnellement. Et c'est ce que tu en fais. 12 000 $. L'étiquette de prix collée sur mon obéissance. La fête des mères. Je suis arrivé chez mes parents à 16h pile, portant un bouquet de pivoine rose, et un 4/4 au citron que j'avais préparé le matin même. J'y avais passé 2 heures. J'avais réussi le glaçage à la perfection. Ma mère a pris les fleurs, y a jeté un coup d'œil, et les a posées sur le comptoir de la cuisine, à côté d'une pile de courrier. Non, merci. Non, elles sont ravissantes. Juste un pivotement vers la porte d'entrée, parce que le minivan de Meredith venait de se garer dans l'allée. La voilà, a crié Donna, les bras déjà grands ouverts. Meredith est entrée avec Todd et les enfants, Sophie, 6 ans, et le petit Jacques, 3 ans. Ma mère a soulevé Jacques, comme s'il était fait d'or. Regarde-toi. Tu deviens si grand. Puis, elle s'est tournée vers Meredith et a pris son visage entre ses mains. Tu es rayonnante, ma chérie. Rayonnante. Je ne pouvais pas me rappeler la dernière fois, où ma mère m'avait regardé avec ce genre de chaleur. À table, j'ai eu la place du bout, coincé entre la chaise haute de Jacques et le mur. Gérald était assis en bout de table. Meredith était à côté de Donna, en plein centre de l'attention. La conversation coulait autour de moi.
Meredith a parlé de l'exposition d'art de l'école maternelle de Sophie. Todd a mentionné la partie de pêche d'un copain. Gérald a posé des questions à Todd sur les Passers, des trucs de famille normaux. Quelqu'un s'est finalement tourné vers moi. Gérald, tu vas bien? Oui, papa. Je vais bien. Bien. Il est retourné à ses pommes de terre. C'était tout. Une question, quelques mots. Puis, les projecteurs se sont braqués à nouveau sur Meredith. J'aurais dû y être habitué, à ce stade. Mais, assise à cette table, en regardant ma mère rire à quelque chose que Meredith lui murmurait à l'oreille, j'ai ressenti cette oppression familière dans ma poitrine. Pas de la jalousie, juste la douleur sourde, d'être périphérique dans sa propre famille. Puis, Meredith a croisé le regard de Todd à travers la table, et ils ont échangé un regard. Rapide, électrique, répété. Quelque chose se préparait. Meredith a tapoté sa cuillère contre son verre d'eau. La pièce est devenue silencieuse. Nous avons une annonce à faire. Elle a pressé la paume de sa main à plat sur son ventre, et a souri. Nous attendons le bébé numéro 3, je suis à 12 semaines. La main de ma mère a volé à sa bouche. Puis, elle a bondi de sa chaise, et a enroulé ses deux bras autour du cou de Meredith, si vite que les verres ont cliqueté. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Meredith. Elle pleurait. Elle pleurait vraiment. C'est tout ce que je voulais. Tout. Gérald s'est adossé à sa chaise, en hochant lentement la tête, avec le regard satisfait d'un homme qui regarde son plan de retraite porter ses fruits. Todd était assis à côté de Meredith, le bras autour de ses épaules, souriant comme sur une affiche électorale. Les enfants ne comprenaient pas ce qui se passait. Jacques tapait sa cuillère sur le plateau de sa chaise haute. Sophie a demandé si elle pouvait avoir plus de pain. Et puis, Gérald s'est tourné vers moi. Tu vas emménager pour l'aider. Il n'a pas demandé. Il n'a pas adouci la chose. Il l'a dit de la même façon, dont on dirait à quelqu'un de passer le sel. Un fait déjà décidé. Je l'ai dévisagé. Quoi? Meredith s'est penchée en avant, toujours rayonnante. Todd est débordé au travail. J'aurai besoin d'aide avec les deux plus grands, quand le bébé arrivera. Elle a haussé les épaules, comme si c'était une évidence. Tu travailles de chez toi. Tu as le temps. J'ai ouvert la bouche, mais elle a continué. Tu n'as rien de prévu de toute façon. Nous allons arranger ta vie. Elle l'a dit avec un rire, comme si c'était une blague, comme si tout le monde à table n'était pas en train de hocher la tête pour approuver. J'ai regardé ma mère. Elle s'essuyait les yeux, rayonnant vers Meredith, remarquant à peine que j'existais. J'ai regardé mon père. Il était déjà passé à la découpe de son steak. Personne ne m'a rien demandé, alors j'ai pris ma serviette, je l'ai pliée, et je l'ai posée sur la table. Je me suis levé. J'ai attrapé mon sac à main au dos de la chaise, et j'ai marché vers la porte d'entrée. Sienna. La voix de ma mère était tranchante. Sienna. Je ne me suis pas retourné. J'ai conduit jusqu'à chez moi, avec la radio éteinte. Pas de musique, pas de podcast, juste le bourdonnement du moteur, et le son de ma propre respiration, que j'essayais très fort de garder régulière. À l'intérieur de mon appartement, j'ai verrouillé la porte, j'ai laissé tomber mon sac à main sur le comptoir de la cuisine, et je me suis assise par terre. Le dos contre les placards, les genoux relevés, les mains à plat sur le carrelage. Mon téléphone a commencé à vibrer, avant même que je n'ai pu enlever mes chaussures. 14 SMS de ma mère. Je les ai fait défiler dans l'ordre, et j'ai regardé le schéma se dérouler, le même schéma à chaque fois. D'abord, la supplication, si, reviens, ma chérie. Nous pouvons en parler. Ensuite, la culpabilité, tu viens de gâcher la fête des mères. J'espère que tu es fier de toi. Puis, le pivotement vers une fausse inquiétude, je suis très inquiète pour toi. Tu es parti sans dire un mot. Ce n'est pas normal. S'il te plaît, réponds-moi. Tu me fais peur. 3 appels manqués de Meredith. Pas de message vocal. Elle ne laisse pas de messages vocaux. Elle s'attend juste à ce qu'on la rappelle. Un texto de Todd, et « Tout va bien ?» Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai éteint mon téléphone, je me suis brossé les dents,
et je suis allé me coucher à 20h30, le jour de la fête des mères, comme quelqu'un qui venait de décider de ne plus participer. J'ai dormi profondément, sans rêver. Le genre de sommeil que votre corps vous donne, quand il sait que le lendemain sera pire. À 7h15 le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli laisser le répondeur prendre l'appel, mais quelque chose dans mes tripes m'a dit de décrocher. Bonjour, madame. C'est l'agent Dan Kowalski, du département de police de Fort Wayne. Nous avons reçu un appel exprimant des inquiétudes concernant votre bien-être. Accepteriez-vous de me laisser passer, pour m'assurer que vous allez bien? Je me suis assise sur le bord de mon lit, le téléphone pressé contre mon oreille, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Oui, ai-je dit. Passez. L'agent Kowalski était poli. La quarantaine, un regard calme, un presse-papier à la main. Il se tenait à ma porte, en uniforme complet, et parlait comme quelqu'un qui avait fait cela une centaine de fois. Madame, nous avons reçu un appel d'un membre de votre famille, déclarant que vous aviez quitté un rassemblement brusquement hier soir, et que vous pourriez traverser une crise de santé mentale. Ils ont exprimé la crainte, que vous ne soyez un danger pour vous-même. Je l'ai laissé entrer. Il a regardé autour de lui. De la vaisselle qui séchait sur l'égouttoir, un ordinateur portable sur la table de la cuisine, un guide d'études CPA ouvert à côté d'une tasse de café. L'appartement de quelqu'un de fonctionnel, pas de quelqu'un qui perd pied. Puis-je vous demander ce qui s'est passé hier soir, a-t-il dit. Ma famille a annoncé un plan pour ma vie, sans me demander mon avis. Je n'étais pas d'accord, alors je suis parti. Il a écrit quelque chose sur son presse-papier, puis il a levé les yeux. Cela me semble être une réaction raisonnable. Nous avons parlé pendant environ 10 minutes. Il m'a posé les questions habituelles. Est-ce que je dormais? Est-ce que je mangeais? Avais-je pensé à me faire du mal? J'ai répondu clairement à tout le monde. Non. Non, absolument pas. Quand il s'est levé pour partir, il s'est arrêté à la porte. Madame, je tiens à vous dire que vous me semblez parfaitement bien. Je vais le noter dans mon rapport. Merci. Encore une chose, il a baissé légèrement la voix. Si quelqu'un demande des contrôles de bien-être répétés, qui s'avèrent infondés, il peut y avoir des conséquences juridiques pour l'appelant. Faire un faux rapport est un délit mineur dans l'Indiana. J'ai hoché la tête lentement. Je ne peux pas vous dire qui a passé l'appel, mais cela venait d'un membre de votre famille. Il n'avait pas besoin de me le dire. Je le savais déjà. J'ai fermé la porte derrière lui, et je m'y suis adossé. Ma mère avait vraiment appelé la police. Pas parce qu'elle était inquiète, mais parce que je n'avais pas répondu à ses textos, parce que j'étais sorti, au lieu de rentrer dans le rang. Elle avait utilisé le système comme une arme. Et quelque chose s'est mis en place, à l'intérieur de moi. Après le départ de Kowalski, je me suis assise à la table de ma cuisine, et j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai fait les calculs. Si j'emménageais chez Meredith, je devrais garder Sophie et Jacques, au minimum 3 à 4 heures par jour. C'est l'équivalent d'un travail à temps partiel. Mon cabinet s'attend à 40 heures facturables par semaine. Je ne peux pas facturer des heures, tout en séparant des bagarres pour des crayons de couleur. Je manquerai des délais. Je perdrai le projet d'audit du deuxième trimestre, que Linda venait de me confier. Je prendrai du retard dans ma préparation au CPA. Et la fenêtre d'examen est en octobre, dans 5 mois. Ce n'est pas un délai généreux, même si je ne fais rien d'autre. Ensuite, il y a le bail. Il reste 8 mois. Pénalité de résiliation anticipée, $1800. De l'argent que je n'ai pas sous la main. Et maintenant, ce contrôle de bien-être. Si ma mère recommence, il y aura un dossier, un schéma répétitif. Et quand je postulerai dans de plus grands cabinets, ils feront des vérifications d'antécédents. Tout ce qui signale une instabilité, peut me coûter une offre avant même d'arriver à l'entretien. J'ai ouvert un bloc-notes sur mon ordinateur portable, et j'ai commencé une liste. Pas des choses que j'étais prête à sacrifier, mais des choses que je refusais de perdre. Mon travail, mon examen de CPA, mon appartement, ma réputation. 4 choses, simples, non négociables. Il y a 3 mois, j'avais fait une erreur. Meredith m'avait demandé de garder les enfants pendant une semaine, pendant que Todd voyageait pour le travail.
J'avais dit oui. J'avais pris du retard sur un livrable. Linda m'avait prise à part, après coup. Sienna, cela ne peut pas se reproduire. J'ai pris des risques pour te défendre sur ce projet. Je m'étais promis, à ce moment-là, de ne plus jamais le faire. Et voilà que ma famille, non pas me demandait d'aider, mais m'ordonnait de renoncer à tout ce que j'avais construit, pour qu'ils puissent économiser sur les frais de garde. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai pris mon téléphone, toujours éteint, et je l'ai laissé ainsi. Je n'étais pas encore prête à leur parler, mais j'en avais fini de calculer les coûts du plan que quelqu'un d'autre avait fait pour ma vie. Lundi matin, j'ai rallumé mon téléphone. 27 nouveaux messages. Les textos de ma mère avaient évolué pendant la nuit. La fausse inquiétude avait disparu. Maintenant, c'était de l'offense pure. La police a dit que tu allais très bien. Alors pourquoi tu ne me réponds pas? Est-ce que tu me punis? Je t'ai élevé. Je t'ai nourri. J'ai payé tes études. Et c'est comme ça que tu me remercies. Ta sœur est enceinte, Sienna. Elle a besoin de toi. Arrête d'être égoïste. Les messages de Meredith étaient plus courts. Secs. Sérieusement, Sienna, grandis. Nous devons parler du plan. Todd et moi avons déjà dit aux enfants que tante Sienna venait s'installer. Ne nous fais pas honte. Puis, Gérald a appelé. J'ai décroché, parce que certaines habitudes ont la vie dure. Tu as fait pleurer ta mère toute la nuit. Sa voix était plate, froide comme du fer. Tu seras à la maison dimanche. Toute la famille vient. Patricia, Frank, tout le monde. Tu y seras. Fin de la discussion. J'ai attendu le moment où il me poserait des questions sur la police qui s'était présentée à mon appartement. Le moment où il dirait « Est-ce que ça va ? Nous avons entendu ce que ta mère a fait. » Ça n'est jamais venu. Pas un seul d'entre eux. Ni Donna, ni Meredith, ni Gérald, n'ont demandé ce que je ressentais, face à un officier en uniforme frappant à ma porte à 7 heures du matin, parce que ma mère leur avait dit que je pourrais me faire du mal. Ils s'en fichaient. Ils voulaient juste que je reprenne ma place, de retour dans le plan. Et Patricia vient aussi, a ajouté Gérald, presque comme une réflexion après coup, alors comporte-toi bien. J'ai failli rire. Me comporter bien, comme si j'avais 14 ans, et que j'avais claqué une porte trop fort. J'y serai, ai-je dit. Il a raccroché, sans dire au revoir. Je suis resté assise pendant un long moment, avec le téléphone sur les genoux. Puis, j'ai ouvert mon bloc-notes, celui avec les 4 choses que je refusais de perdre, et j'ai ajouté une 5e ligne. Ma dignité. Je suis assise ici, avec 27 messages non lus, un rapport de police portant mon nom, et une famille qui ne m'a toujours pas demandé si j'allais bien. Et je dois décider de ce que je vais faire ensuite. Si quelqu'un a déjà traité vos limites comme un inconvénient, laissez votre histoire dans les commentaires. J'adorerais l'entendre. Et si cela vous parle, appuyez sur le bouton d'abonnement. Je vous promets que cette histoire n'est pas encore terminée. Mardi soir, j'ai appelé Meredith. Je me suis dit que si je pouvais joindre une personne, la personne qui avait réellement besoin d'aide, je pourrais peut-être mettre fin à tout ça, avant que cela ne devienne nucléaire. Enfin, a-t-elle dit en décrochant, tu as fini de bouder. Je n'emménage pas, Meredith. Silence, puis. Pardon ? J'ai un travail. J'ai un bail. J'étudie pour mon CPA. Je ne peux pas abandonner ça. Tu travailles de chez toi, Sienna. Tu peux travailler de n'importe où. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu n'as même pas de petit ami. À quoi t'accroches-tu, exactement? J'ai pressé mon front contre le placard de la cuisine, j'ai compté jusqu'à 3. C'est ma vie. C'est à moi de décider comment je la vis. Maman est dévastée. Comprends-tu ce que tu fais à cette famille? Je comprends que personne ne m'a rien demandé, parce que vous ne pensiez pas en avoir besoin. Nous sommes ta famille. Tu aides. C'est ce que fait une famille. Aider, et se voir attribuer un travail à temps plein non rémunéré, ce sont des choses différentes. Elle est restée silencieuse pendant exactement 2 secondes. Puis, le ton a changé. L'éclat de sa voix est tombé dans quelque chose de bas et de calculé. Todd et moi avons déjà dit à Sophie et Jacques que tante Sienna venait s'installer.
Ils sont excités. Sophie a choisi une carte de bienvenue. Vas-tu vraiment les décevoir, eux aussi? J'ai fermé les yeux. C'était là. L'atout majeur. Les enfants. Pas parce qu'elle se souciait de ma relation avec eux, mais parce qu'elle savait que moi, je m'en souciais. N'utilise pas tes enfants pour me culpabiliser, Meredith. Je ne te culpabilise pas. Je te dis la réalité. La réalité, c'est que tu as besoin d'une garde d'enfants gratuite, et que je suis l'option la moins chère. La ligne a été coupée. Elle m'avait raccroché au nez. J'ai posé le téléphone sur le comptoir, et je l'ai regardé fixement. Une pensée m'a traversé l'esprit, claire comme du cristal. Elle ne m'avait pas demandé, une seule fois, comment j'allais. Pas une seule fois. 8 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Donna. Elle pleurait, avant même que je ne dise allô. Essaies-tu de me tuer, Sienna? Je n'ai pas dormi depuis 2 jours. Maman, tu as appelé la police pour moi. Une longue pause, le genre de pause où l'on entend quelqu'un recalculer. J'étais inquiète pour toi. Tu es partie au milieu du dîner sans dire un mot. N'importe quelle mère serait inquiète. Tu leur as dit que j'étais mentalement instable. J'ai dit que j'étais inquiète, c'est tout. Un officier s'est présenté à mon appartement, et m'a demandé si j'étais un danger pour moi-même. Ce n'est pas être inquiète, maman. C'est une arme. Ne sois pas dramatique. J'ai éloigné le téléphone de mon visage pendant une seconde, j'ai respiré, puis je l'ai ramené. Je suis parti parce que papa m'a dit, lors d'un dîner, ce que ma vie allait être, sans me demander mon avis, et que tu as applaudi. Parce que c'est une belle chose. Ta sœur a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Qu'y a-t-il de mal à ça? Ce qui est mal, c'est que personne ne m'a rien demandé. Elle a changé de vitesse. Les pleurs se sont arrêtés, comme un robinet qu'on ferme. Sienna, si tu ne viens pas dimanche, je dirai à tout le monde ce qui s'est passé. Que tu nous as abandonnés le jour de la fête des mères. Que tu as ignoré ta famille. Que tu refuses d'aider ta sœur enceinte. Alors dis-leur. Une autre pause. Plus longue, cette fois. Qu'est-ce que tu as dit? Dis-leur ce que tu veux. Je serai là dimanche. Je pouvais l'entendre respirer. Rapidement, superficiellement. Elle ne s'attendait pas à ça. Tu seras là. Oui. Et j'aurai quelque chose à dire. J'ai raccroché, avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais ma voix n'avait pas craqué. Pas une seule fois. Je me suis assise sur le sol de la cuisine, au même endroit qu'il y a 2 nuits, et j'ai pressé mes paumes à plat contre le carrelage, jusqu'à ce qu'elles cessent de trembler. Dimanche était dans 5 jours, et j'avais du travail à faire. Mercredi soir, je me suis assise à la table de ma cuisine, avec un stylo et une seule feuille de papier ligné. Pas un discours, pas une liste de griefs. 3 faits, que j'avais besoin que 15 personnes entendent. 1. Je n'ai jamais accepté d'emménager. 2. Quelqu'un dans cette famille a appelé la police, et a menti sur mon état mental. 3. On m'a dit, et non demandé, d'abandonner ma carrière, ma maison et mon indépendance, pour que ma sœur puisse économiser sur les frais de garde. Simple, indéniable, sans fioriture. Puis, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé tante Patricia. Patricia est la sœur cadette de mon père. Elle vit seule dans un appartement à Mincy, elle enseigne la biologie au lycée, et c'est elle qui garde la distance la plus silencieuse de toute cette famille. Je me suis toujours demandé pourquoi. Quand j'étais enfant, elle venait aux fêtes, s'asseyait dans un coin, et partait tôt. Ma mère l'a qualifiée de difficile. Tante Pat, vas-tu chez papa dimanche? J'y réfléchissais. Pourquoi? J'ai besoin de quelqu'un là-bas, qui ne soit pas eux. Elle est restée silencieuse un instant. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. L'annonce, l'ordre de Gérald, le contrôle de bien-être, les menaces de Donna. Quand j'ai fini, Patricia n'a rien dit pendant un long moment. Je pouvais entendre la télévision en arrière-plan, étouffée. Puis elle a parlé, et sa voix contenait quelque chose que je n'avais jamais entendu chez elle auparavant. Quelque chose de vieux, et de lourd. Ils m'ont fait ça, tu sais, il y a 30 ans, quand Gérald et Donna ont eu Meredith.
J'avais 26 ans, j'étais célibataire, je travaillais de nuit comme infirmière. Ils m'ont dit d'emménager et d'aider. Je l'ai fait. J'ai abandonné mon appartement. J'ai mis toute ma vie en pause pendant 3 ans. Que s'est-il passé quand tu es parti? Personne ne m'a remercié. Personne ne l'a même remarqué. Elle s'est raclée la gorge. Je serai là dimanche, ma chérie. J'aurais dû faire ça il y a longtemps. J'ai découvert plus tard ce que faisaient Meredith et ma mère, pendant que je me préparais. Donna avait commencé à passer des appels le jeudi. Elle a appelé chaque membre de la famille qui venait le dimanche. Tante Bette, oncle Frank, les cousins, et elle a préparé le terrain avec le même discours soigneux. Sienna traverse une période difficile. Elle s'isole. Elle a quitté le dîner de la fête des mères sans dire un mot. Nous sommes tous un peu inquiets pour elle. Soyez gentils avec elle dimanche, d'accord? Elle est fragile en ce moment. Fragile. Ma mère me piégeait d'avance, avant même que je ne passe la porte. Si j'arrivais calme, cela signifiait que je faisais bonne figure. Si je montrais de l'émotion, cela signifiait que je leur donnais raison. Elle avait construit une boîte dont je ne pouvais pas sortir, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Meredith a choisi une approche différente. Elle a envoyé un texto directement à une poignée de proches. Le message était plus court. Plus brutal. Juste pour vous prévenir. Sienna a un comportement vraiment bizarre à propos de ma grossesse. Je pense qu'elle est jalouse. Pouvez-vous s'il vous plaît ne pas parler du bébé devant elle? Je ne veux pas de drame. Elle l'a envoyé à 5 personnes. L'une d'elles était ma cousine Rachel. Rachel a 28 ans, c'est la fille de Patricia. Nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde, mais nous avons toujours été honnêtes l'une envers l'autre, de cette façon dont les cousines le sont parfois. Pas d'obligation, juste de vraies conversations occasionnelles, lors d'un barbecue familial. Rachel a fait une capture d'écran du message, et me l'a envoyé par SMS le vendredi matin, avec ces quelques mots, je pensais que tu devrais le savoir. Je l'ai lu 2 fois. Jalouse. Ma sœur avait dit à notre famille que j'étais jalouse de sa grossesse. Je n'étais pas jalouse. J'étais en train d'être démantelé, lentement, délibérément, et maintenant il salait la terre, avant même que je ne puisse planter mon drapeau. J'ai plié le papier avec mes 3 faits, je l'ai glissé dans la poche de ma veste, et j'ai répondu à Rachel, merci. Je m'en occupe. Le mercredi matin, avant d'écrire la feuille, avant l'appel téléphonique à Patricia, j'avais eu une réunion avec ma patronne. Linda Marsh a 52 ans, elle dirige un cabinet d'audit de 12 personnes, et n'a aucune patience pour les excuses. Elle m'a promu il y a 6 mois au poste d'associé principal. Je suis la plus jeune personne du cabinet à porter ce titre. Nous étions en appel vidéo, en train d'examiner le pipeline du 2e trimestre, lorsqu'elle s'est penchée vers la caméra, et a dit quelque chose qui a réorganisé toute ma semaine. Je vous assigne le compte Hollowell. Audit complet. Vous gérez la mission du début à la fin. Je me suis redressé. Hollowell Manufacturing est le plus gros client du cabinet. 2,4 millions de revenus annuels. Obtenir la direction de ce dossier, c'est le genre de chose qui vous vaut une lettre de recommandation, pour l'examen du CPA. Je vous fais confiance pour ça, Sienna. J'ai pris des risques pour vous défendre. Je ne vous décevrai pas. Je sais que vous ne le ferez pas. Elle a fait une pause. Mais j'ai besoin que vous soyez concentré à 100% pendant les 4 prochains mois. Pas de distraction. Pouvez-vous faire ça? Il y a 3 mois, je n'aurais pas pu répondre honnêtement à cela. Il y a 3 mois, j'avais passé une semaine à garder les enfants de Meredith pendant que Todd était absent, et j'avais manqué un livrable. Linda m'avait prise à part après. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle n'en avait pas eu besoin. Sienna, ce cabinet donne aux gens une seule chance, pour diriger des missions. Ne me donne pas une raison de te la retirer. Je m'étais fait une promesse, à ce moment-là. Plus jamais. Plus jamais ça. Et maintenant, ma famille me demandait de faire exactement ce qui avait failli tout me coûter. Sauf que cette fois, ils ne demandaient pas. Ils ordonnaient. 4 mois, ai-je dit à Linda. Je serai concentré à 100%. Quand j'ai raccroché, j'ai fixé le mur pendant 1 minute entière. Puis,
j'ai ouvert mon calendrier de préparation au CPA. L'examen d'octobre, 153 jours. Chacun d'entre eux comptait. C'était réel. C'était à moi. Et personne n'allait me le prendre. Jeudi soir, mon téléphone a vibré. Gérald. J'ai décroché, parce qu'une partie de moi espérait encore qu'il serait celui qui dirait « Eh, je suis désolé pour la façon dont ça s'est passé. » Au lieu de ça, ta mère et Meredith ont préparé la chambre d'amis. Les lits jumeaux sont déjà faits. Tu peux apporter tes affaires samedi, et t'installer avant le dîner du dimanche. Je me suis adossé au comptoir. Papa, j'ai déjà dit à Meredith que je n'emménageais pas. Je ne te le demande pas. Je sais que tu ne demandes pas. C'est bien le problème. Il a laissé le silence s'étirer. Une astuce qu'il utilisait depuis que j'avais 12 ans. Attendre assez longtemps, et l'autre personne remplit l'espace par de la soumission. Je tombais dans le panneau à chaque fois, avant. J'ai payé ton éducation, a-t-il dit. Tu as aidé avec $12 000, il y a 8 ans. Je t'ai remercié à chaque fois que tu en as parlé, et tu en parles beaucoup. Ne fais pas ta maligne avec moi. Je ne le fais pas. Je suis précise. Une autre pause. Quand il a repris la parole, sa voix avait le poids du béton. Dimanche, sois là. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone, et j'ai regardé le plafond. Puis, sur une intuition, j'ai appelé le numéro de Meredith. Elle n'a pas décroché, mais le message d'accueil de la messagerie vocale avait changé. Avant, c'était juste son nom. Maintenant, il disait « Bonjour, vous êtes bien chez la famille Grave. Meredith, Todd, Sophie, Jacques, et le bébé en route. » Le bébé en route. Enceinte de 12 semaines, et déjà en train de construire une marque. J'ai appelé Rachel. Elles ont vraiment préparé la chambre, lui ai-je dit. Chez Meredith, un lit, des draps, tout le bazar. Rachel est restée silencieuse une seconde. Elles agissent comme si tu avais déjà accepté. Parce que dans leur tête, je l'ai fait. Au moment où mon père m'a pointé du doigt, et que je n'ai pas hurlé, ils ont compté ça comme un oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'ai dit que je ferais. Me pointer dimanche, et dire la vérité. Samedi soir, l'appartement était calme. J'avais tout nettoyé, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que mes mains avaient besoin de faire quelque chose. J'étais assise à la table de la cuisine, avec mon classeur de préparation au CPA ouvert mais non lu, la feuille de papier avec les 3 faits posés à plat devant moi, et mon téléphone face contre la table à côté de mon coude. Le lendemain, je me tiendrai devant ma famille, mes parents, ma sœur, mon oncle, ma tante, une demi-douzaine de proches qui pensaient probablement déjà que j'étais en train de m'effondrer. Et je dirai à voix haute, les choses que j'avais passé 30 ans à apprendre à ravaler. Je n'avais pas peur d'eux. J'avais peur de moi-même. J'avais peur que ma mère ne pleure, et que je ne cède. Que Gérald ne me regarde avec ce lourd silence, et que je ne me rassoie. Que Meredith ne dise « pense aux enfants ». Et que je ne flanche, de la même manière que j'avais flanché il y a 3 mois. De la même manière que j'avais flanché une douzaine de fois avant cela. J'ai pris mon téléphone, et j'ai fait défiler l'écran, jusqu'à la capture d'écran que Rachel m'avait envoyée. Le texto de Meredith. Sienna a un comportement vraiment bizarre à propos de ma grossesse. Je pense qu'elle est jalouse. Jalouse de quoi? D'être tellement à court d'argent, qu'on a besoin que sa sœur quitte son travail, et élève ses enfants gratuitement? D'avoir un mari qui reste assis en silence, pendant que ses beaux-parents offrent le travail de quelqu'un d'autre? J'ai pensé à tante Patricia, 26 ans, célibataire, travaillant de nuit. Elle a sacrifié 3 ans, parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait le droit de dire non. Personne ne lui avait appris cela. Personne ne me l'avait appris non plus. La différence, c'est que je l'apprenais maintenant. J'ai pris le stylo, et j'ai écrit une ligne de plus au bas de la feuille, en dessous des 3 faits. Je ne suis pas le plan de secours. J'ai plié la feuille, je l'ai remise dans la poche de ma veste, et j'ai mis mon réveil à 7 heures. Dimanche, 12h45. Je me suis garé dans l'allée de mes parents, derrière le pick-up argenté de l'oncle Frank. L'arrière-cour était déjà installée. Gérald avait rassemblé 2 tables pliantes, bout à bout, et les avait bordées de chaises en plastique. Le barbecue fumait.
Donna avait étalé une nappe à carreaux, et une variété d'accompagnements, une salade de pommes de terre, de la salade de choux, des petits pains encore chauds sortant du four. L'ensemble ressemblait à une séance photo de magazine, pour une famille qui gérait parfaitement sa vie. Il y avait environ 15 personnes. Gérald au barbecue, une pince à la main. L'oncle Frank à côté de lui, sa bière déjà ouverte. Tante Bette arrangeait les serviettes. Quelques cousins éloignés, que je ne voyais qu'au fait. Meredith était assise au centre de la longue table, une main posée sur son ventre. Todd à sa gauche. Sophie dessinait sur une assiette en carton. Jacques courait autour du banc de pique-nique. Et dans le coin le plus éloigné, assise sur une chaise de jardin, avec ses lunettes de soleil et un verre de thé glacé à la main, se trouvait tante Patricia. Elle a levé les yeux quand j'ai passé le portail, et m'a fait un tout petit signe de tête. Donna est venue à ma rencontre, avant même que je n'ai fait 3 pas à l'intérieur. La voilà. Elle m'a serré dans ses bras. Une étreinte serrée, théâtrale, orientée pour que le reste de la cour puisse la voir. Sa voix était claire et forte. Ma petite fille chérie, j'ai été tellement inquiète pour toi. Par-dessus son épaule, j'ai vu Bette jeter un coup d'œil. Frank a levé les yeux de sa bière. Meredith n'a pas bougé. Je vais bien, maman. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Elle a tenu mon visage entre ses mains juste une seconde de trop, comme si elle présentait des preuves. Je l'ai laissé faire. J'ai souri. Je m'assis à table. Tout le monde me regardait, de la façon dont on regarde quelqu'un qui a traversé une épreuve. Des regards doux, des sourires prudents, le genre d'attention qui est préemballé avec de la pitié. Ils avaient déjà été briefés. La nourriture est sortie du barbecue. Les assiettes ont circulé. De petites discussions ont animé la table. La météo, les choix de repêchage des colts, les nouveaux parterres de fleurs de bête. C'était normal, prudent, comme si tout le monde s'efforçait de paraître détendu. Puis, Donna s'est levée. Avant que nous mangions, je veux juste dire quelques mots. Elle a lissé le devant de son chemisier, et a souri à la table, de la même façon qu'un pasteur sourit à sa congrégation. Cette famille s'agrandit. Meredith et Todd attendent leur 3e enfant, et nous ne pourrions pas être plus heureux. Applaudissements polis. Merveilleux, a dit Bette. Frank a levé sa bière. Puis, Donna a braqué les projecteurs sur moi. Et nous sommes tellement bénis, que Sienna ait accepté d'emménager avec Meredith, et d'aider avec les enfants une fois le bébé arrivé. Elle m'a regardé, avec un grand sourire, prête pour la photo. N'est-ce pas, ma chérie? Toutes les têtes autour de la table se sont tournées vers moi. 15 perdieux. Quelqu'un, au bout de la table, a applaudi doucement. Je n'ai pas parlé. Le sourire de Donna s'est crispé sur les bords. Elle a attendu une seconde. 2. Meredith a comblé le vide. Elle est juste timide à ce sujet. Nous avons déjà préparé la chambre. Elle a ri. Le rire facile et rodé de quelqu'un qui a l'habitude de lisser les aspérités. Todd l'a peinte le week-end dernier. Gérald, toujours debout près du barbecue, a déclaré « c'est réglé ». La table a semblé accepter cela. Quelques personnes ont hoché la tête. Quelqu'un a dit « c'est gentil de ta part, Sienna ». Tante Bette a murmuré à Frank « c'est une si bonne sœur ». J'ai regardé Patricia. Elle m'observait derrière ses lunettes de soleil, son thé glacé intact. J'ai regardé mes mains, à plat sur la table, immobiles. Donna était toujours debout, attendant que je confirme sa version de la réalité. La version où j'étais reconnaissante, coopérative, et obéissante. J'ai laissé le silence durer encore 3 secondes. Puis, j'ai regardé Meredith, Donna, Gérald, et à nouveau la table, et je n'ai pas souri. La patience de Meredith a craqué en premier. Ok, Sienna, sérieusement, à quoi t'accroches-tu exactement? Elle s'est penchée en avant, les coudes sur la table, la voix assez forte pour que toute la cour l'entende. Un appartement d'une chambre? Un travail où tu restes assise seule à un bureau toute la journée? Quelques parents se sont agités sur leurs chaises. Bette a regardé Frank. Frank a regardé sa bière. Donna est intervenue de l'autre côté, la voix plus douce, mais plus tranchante. Chérie, je dis ça parce que je t'aime.
Tu vis seul. Personne autour. Je m'inquiète pour toi. Je pense vraiment que tu pourrais être en difficulté. En difficulté, a-t-elle dit doucement, comme un diagnostic. L'oncle Frank s'est raclé la gorge. Ça ne te tuerait pas de donner un coup de main, gamine. La famille, c'est la famille. J'ai ressenti le poids de tout cela. De tout. Ça pesait sur mes épaules comme du béton frais. 15 personnes, s'attendant toutes à ce que j'approuve. Que j'accepte. Que je me soumette. Meredith avait l'air vengée. Donna avait l'air maternel. Gérald se tenait près du barbecue, les bras croisés, observant comme un contremaître supervisant un projet qu'il avait déjà approuvé. Todd était assis à côté de Meredith, la tête légèrement baissée, grattant l'étiquette de sa bouteille d'eau. Il n'avait pas dit un mot. Rachel, à 3 sièges à ma gauche, avait la mâchoire serrée. Patricia a enlevé ses lunettes de soleil, et les a pliées sur la table. Nous essayons de te donner quelque chose à faire de ta vie, a déclaré Meredith. Elle l'a dit comme si c'était un cadeau. J'ai regardé la table, la salade de pommes de terre, les assiettes en carton, les fourchettes en plastique, et tous ces gens assis autour de cette arrière-cour parfaitement mise en scène, agissant comme si ce qui se passait était normal. J'ai baissé la main, et j'ai senti le papier plié dans la poche de ma veste. 3 faits, une ligne. J'ai pressé mes paumes à plat sur la table, j'ai poussé sur mes bras, et je me suis levé. Puis-je dire quelque chose? Donna a souri. Bien sûr, chérie. Elle pensait que j'allais accepter. Je pouvais le voir, dans la façon dont ses épaules se sont détendues, dans la façon dont Meredith s'est adossée, avec ce demi-sourire satisfait. Gérald s'est détourné du barbecue pour regarder, la pince toujours à la main. Toute la table s'est installée, s'attendant à l'acte final d'un scénario qu'ils avaient déjà écrit. J'ai besoin que tout le monde ici entende cela, ai-je dit. Non pas parce que je veux de l'attention, mais parce qu'on a raconté à certains d'entre vous des choses sur moi, qui ne sont pas vraies. Les sourires se sont effacés. Pas tous en même temps. Ils se sont dissous à des vitesses différentes autour de la table, comme des bougies qui se consument à un rythme inégal. Meredith s'est redressée. La main de Donna a glissé vers sa clavicule. Gérald a abaissé sa pince. Je ne vais pas crier. Je ne vais pas faire de scène, mais j'ai 3 choses à dire, et j'ai besoin que tout le monde à cette table entende les 3. Beth a chuchoté quelque chose à Frank. Frank a secoué la tête. Les yeux de Rachel étaient verrouillés sur les miens. Patricia restait parfaitement immobile, les mains croisées sur ses genoux. Vas-y, a dit l'oncle Frank, semblant plus curieux qu'hostile. J'ai regardé ma mère. Elle agrippait le bord de la table. Ses yeux brillaient, pas encore de larmes, mais avec les premiers tremblements d'une femme qui commençait à réaliser que sa fille n'allait pas lire le scénario prévu. J'ai regardé Meredith. Elle avait la main sur son ventre, le menton légèrement relevé, comme si elle me mettait au défi de gâcher la représentation. J'ai regardé Gérald, son visage était de marbre, et j'ai pensé à la ligne que j'avais écrite au bas de ce morceau de papier, celui plié dans ma veste, celui que je n'avais pas besoin de sortir, parce que j'en avais déjà mémorisé chaque mot. D'abord, j'ai dit, je me tiens devant 15 personnes, et mes mains tremblent, mais j'ai fini de faire semblant. Avant de vous dire ce que j'ai répondu, si vous regardez cette vidéo, et que vous avez déjà été dans une pièce pleine de gens qui ont décidé de votre vie à votre place, je vous comprends. Appuyez sur le bouton j'aime si vous êtes déjà sorti d'une pièce, en sachant que vous n'y retourneriez jamais de la même manière. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Premièrement, je n'ai jamais accepté d'emménager avec Meredith. Donna a ouvert la bouche. J'ai levé une main, pas de manière agressive, juste pour être clair. Au dîner de la fête des mères, papa m'a pointé du doigt et a dit, tu vas emménager pour l'aider. Meredith a dit, tu n'as rien de prévu de toute façon. Nous allons arranger ta vie. Personne ne m'a rien demandé. Personne n'a vérifié si j'avais un travail, un bail, des projets. On m'a assigné. J'ai fait une pause, pour laisser les mots s'installer. J'ai hoché la tête ce soir-là. Puis je me suis levé, et je suis sorti. Et je veux être très clair sur une chose. Hocher la tête et partir, ce n'est pas un accord. C'est de la retenue. La table était silencieuse. Pas du genre confortable. Le genre où les gens sont en train de recalculer.
Franck regardait Gérald maintenant, les sourcils légèrement levés. Beth avait arrêté de tripoter les serviettes. Une cousine que je connaissais à peine, amie peut-être, avait sa fourchette figée à mi-chemin de sa bouche. Donna a craqué la première. Tu as hoché la tête, Sienna. Tu t'es levée, et tu as hoché la tête. Tout le monde l'a vu. Oui. Et puis je suis sorti sans dire un mot. C'est le comportement de quelqu'un qui a fini d'écouter, pas de quelqu'un qui est d'accord. Ce n'est pas ce que ça donnait. C'est la différence entre ce qui s'est passé, et l'histoire que tu as racontée. Meredith a levé les yeux au ciel. C'est tellement dramatique. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai insulté personne. Je me tiens devant ma famille, pour leur dire ce qui s'est réellement passé. Si cela te semble dramatique, je pense que cela en dit plus long sur ce que tu attendais de moi. Beth s'est penchée vers Franck, et a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Franck n'a pas répondu. Ses yeux étaient fixés sur Gérald, qui se tenait très immobile à côté du barbecue. J'ai étudié ma respiration. Mes mains ne tremblaient plus. Deuxièmement, ai-je dit. Le lendemain de la fête des mères, à 7h15 du matin, un officier de police s'est présenté à mon appartement. Il s'est présenté sous le nom de l'agent Kowalski, du département de police de Fort Wayne. La table est devenue complètement immobile. La main de Gérald s'est resserrée sur la pince du barbecue. Le visage de Donna s'est vidé de ses couleurs, si vite qu'on aurait dit que quelqu'un avait retiré un bouchon. Quelqu'un dans cette famille a demandé un contrôle de bien-être pour moi. Ils ont dit à la police que j'étais mentalement instable, et que je pourrais être un danger pour moi-même. Quoi? L'oncle Franck a posé sa bière. Quelqu'un a appelé les flics? Beth s'est tournée vers Donna. Donna, est-ce vrai? La bouche de Donna s'est ouverte, fermée, puis ouverte à nouveau. J'étais inquiète. Elle est partie sans rien dire. N'importe quelle mère l'aurait été. Je veux être très clair, ai-je dit, coupant court. Je ne suis pas mentalement instable. Je ne suis pas en crise. J'ai quitté un dîner où ma famille m'a dit quoi faire de ma vie, sans me demander mon avis. C'est une réaction raisonnable. L'officier était d'accord. Patricia a pris la parole pour la première fois. Calme, mesuré. Je la crois. La table a bougé. Pas tout le monde, mais assez. Beth regardait Donna avec une nouvelle expression, quelque chose entre l'incrédulité et la déception. Franck s'est frotté la nuque. Deux cousins ont échangé un regard. Les yeux de Donna étaient humides maintenant. J'étais inquiète pour ma fille. C'est tout. L'officier m'a dit quelque chose avant de partir, ai-je dit. Il a dit que les faux contrôles de bien-être répétés peuvent entraîner des conséquences juridiques pour l'appelant. Dans l'Indiana, faire un faux rapport est un délit mineur. Je ne menaçais pas, je citais, mais la distinction n'avait pas beaucoup d'importance pour Donna, dont les mains tremblaient maintenant sur ses genoux. Donna, a dit Beth lentement, tu as appelé la police pour ta propre fille. Le silence qui a suivi a été la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue dans cette arrière-cour. Troisièmement. Je me suis tourné vers Meredith. Elle s'est raidie. La main de Todd s'est posée sur son bras, mais elle l'a repoussé. Meredith, tu as envoyé un SMS à plusieurs membres de la famille cette semaine. Tu leur as dit de ne pas parler de ta grossesse devant moi parce que, et je cite ici, Sienna a un comportement vraiment bizarre à propos de ma grossesse. Je pense qu'elle est jalouse. Le visage de Meredith est devenu rigide. Ses yeux ont glissé vers Rachel. Rachel n'a pas détourné le regard. C'est. J'essayais de te protéger. Tu ne me protégeais pas. Tu préparais le terrain, pour que quand je me lèverais pour dire quelque chose, personne ne me croirait. Tu voulais que tout le monde à cette table pense que j'étais instable et jalouse, avant même que j'ouvre la bouche. La table s'est agitée. Amy a regardé Meredith comme si elle la voyait pour la première fois. Franck a croisé les bras. Beth secouait lentement la tête, les lèvres pincées. Rachel, c'est vrai, a demandé Beth. Rachel a hoché la tête. J'ai la capture d'écran. Elle me l'a envoyée jeudi. Meredith s'est tournée vers elle. Tu lui as montré. Tu as menti à son sujet à notre famille. Je n'ai pas menti. Tu m'as traité de jalouse, ai-je dit.
devant nos cousins, dans mon dos, pendant que j'étais à la maison, à gérer une visite de la police sur laquelle tu ne m'as jamais posé de questions. J'ai fait une pause. J'ai laissé la table absorber ça. Je ne suis pas jalouse de ta grossesse, Meredith. Je suis heureuse pour toi. J'ai toujours été heureuse pour toi. Mais je ne suis pas ta nounou. Je ne suis pas ton plan de secours. Et je ne suis pas brisée parce que je vis seule, et que je n'ai pas d'enfant. Ma voix n'a pas craqué. J'y ai veillé. Patricia a croisé mon regard à travers la table, et m'a fait un seul signe de tête assurée. Beth a expiré, et a dit à peine plus aucun murmure, d'où Jésus. Patricia s'est levée. Elle ne s'est pas précipitée. Elle a posé son thé glacé, a pressé ses deux paumes à plat sur la table, et s'est levée comme une femme qui avait répété ce moment pendant 3 décennies. J'ai besoin de dire quelque chose, et j'aurais dû le dire il y a longtemps. Gérald s'est agité. Pat, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, Gérald. La table s'est figée. Patricia élevait rarement la voix. Elle parlait à peine lors des réunions de famille. Mais à cet instant, toutes les paires d'yeux de cette table étaient fixées sur elle. Il y a 30 ans, quand toi et Donna avez eu Meredith, cette famille m'a fait la même chose. J'avais 26 ans, j'étais célibataire, et je travaillais de nuit à l'hôpital. Vous m'avez dit d'emménager et d'aider avec le bébé, et je l'ai fait. Elle a fait une pause, a dégluti. J'ai abandonné mon appartement. J'ai repoussé ma certification d'infirmière. J'ai passé 3 ans à changer des couches, à faire la lessive et à cuisiner des repas, parce que tout le monde était d'accord pour dire que, puisque je n'avais pas d'enfant à moi, mon temps n'avait pas d'importance. Beth s'est tournée vers Frank. Ses yeux étaient écarquillés. Et quand j'ai finalement déménagé, personne ne m'a remercié. Personne n'a reconnu ce que j'avais abandonné. Personne n'a même remarqué que j'avais porté la charge. C'était juste attendu, comme un meuble. Elle s'est tournée vers moi. Ne fais pas mon erreur, Sienna. La mâchoire de Gérald s'est crispée. C'était différent. C'était identique. La voix de Patricia était stable maintenant, dépouillée de tout sauf de la clarté. La seule différence, c'est que Sienna dit non. Et je souhaite à Dieu d'avoir fait la même chose. Beth a expiré fortement. Frank a décroisé les bras. Une cousine au bout de la table a chuchoté quelque chose à la personne assise à côté d'elle. L'équilibre des forces était en train de changer. Pas complètement. Tout le monde n'était pas de mon côté. Mais la pièce n'appartenait plus à Donna et Gérald. Elle appartenait à la vérité. Donna s'est levée. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes. Le genre de larmes bruyantes. Le genre conçu pour remplir une pièce, et obliger tout le monde à la regarder. Je voulais juste que cette famille soit réunie. Est-ce si terrible? Je voulais juste que nous nous entraidions. Maman, ai-je dit, s'inquiéter pour quelqu'un, c'est lui demander comment il va. Pas appeler la police, quand il ne répond pas à tes textos. J'avais peur. Tu étais en colère. Il y a une différence. Elle a pressé sa main contre sa poitrine. Tu me fais passer pour un monstre devant tout le monde, ma propre fille. Je ne te fais passer pour rien du tout. Je leur raconte ce qui s'est passé. Si la vérité te donne une mauvaise image, ce n'est pas moi qui t'ai fait ça. Gérald s'est éloigné du barbecue. Ça suffit, Sienna. C'est une affaire de famille. C'est toi qui en as fait une affaire de famille, papa. Tu as annoncé mes conditions de vie à un dîner, devant tout le monde. Tu as invité 15 personnes à un barbecue, où maman prévoyait de confirmer publiquement une décision que je n'ai jamais prise. Tu n'as pas le droit de dire que c'est privé, maintenant. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, et l'a ouverte à nouveau. Rien n'est sorti. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Gérald obtombe sans une phrase toute prête. Il a regardé Donna. Elle s'essuyait les yeux avec une serviette. Il a regardé Patricia. Elle l'a regardé en retour, sans ciller. Pour la première fois de ma vie, mon père n'avait rien à dire. Beth a brisé le silence. Gérald, étais-tu au courant pour la police? Il a hésité. Non, je ne l'étais pas. Beth a regardé Donna. Donna a regardé la nappe. Donna, a dit Beth d'un ton neutre.
Appeler la police parce que ta fille a quitté un dîner, ce n'est pas ce que font les familles. Les pleurs de Donna se sont transformés en quelque chose de plus silencieux. Pas le genre théâtral. Le genre qui survient quand le public cesse d'y croire. Je suis resté debout. Je n'avais pas fini. C'est Meredith qui a craqué ensuite. Elle n'a pas pleuré. Elle a fait pire. Elle a fait tomber le masque. Très bien. Tu veux la vérité? Tu veux que tout le monde à cette table entende la vraie vérité? Elle s'est levée, les mains à plat sur la table, la voix assez tranchante pour couper du verre. Todd a vu ses heures réduites. La garderie pour 3 enfants, c'est $3 900 par mois. Nous n'en avons pas les moyens. C'est pour ça que nous avons besoin de toi. Le chiffre est resté suspendu en l'air. $3 900. Quelques personnes se sont agitées sur leur siège. Frank a laissé échapper un léger sifflement. Et je suis désolé pour ça, ai-je dit. Je le suis vraiment. Mais la réponse à votre problème financier n'est pas de me retirer ma carrière, pour que vous puissiez économiser sur les frais de garde. Tu travailles de chez toi. Tu as du temps libre. Je travaille 40 heures par semaine. J'étudie pour une certification professionnelle. Je gère des comptes d'audit. Je n'ai pas de temps libre. J'ai une vie que vous n'avez jamais pris la peine de comprendre. Todd, qui était resté silencieux tout ce temps, a posé sa main sur le bras de Meredith. Elle l'a repoussé. Puis il a parlé, doucement, presque en s'excusant. Elle a raison. Meredith s'est tournée vers lui si vite, que j'ai cru que sa chaise allait basculer. N'ose même pas. Je t'ai dit que nous aurions dû demander. Il regardait la table. Pas moi. Pas Meredith, juste l'espace devant son assiette. Je te l'ai dit depuis le début, cela aurait dû être une conversation, pas un plan accompli. Nous l'avons. Nous lui avons donné l'impression qu'elle n'avait pas le choix. Et ce n'est pas normal. La bouche de Meredith était ouverte, mais rien n'en sortait. La femme qui avait toujours une réponse, toujours une diversion, une pirouette, une réplique plus cinglante, regardait son mari, comme s'il venait de retirer le tapis sous toute la scène. La table est redevenue silencieuse, mais c'était un silence différent, maintenant. J'ai attendu que les murmures s'éteignent, puis j'ai parlé. Je veux être clair sur ce que je suis prête à faire, et ce que je ne ferai pas. J'ai regardé la table, chaque visage, un par un. Je ferai du babysitting une fois par mois, si on me le demande à l'avance. Et si ça n'entre pas en conflit avec mon travail. C'est tout. C'est l'aide que je propose. Donna a ouvert la bouche. J'ai continué. Je n'emménagerai pas avec Meredith. Je n'abandonnerai mon appartement. Je n'arrêterai pas d'étudier pour mon examen de CPA. Je ne sacrifierai pas mon travail, parce que quelqu'un dans cette famille a décidé que mon temps n'avait pas de valeur. J'ai pris une grande inspiration. Et si quelqu'un appelle encore la police pour moi, avec un faux rapport, je déposerai une plainte officielle. Pas parce que je veux blesser qui que ce soit, mais parce que j'ai besoin que ça s'arrête. La voix de Donna était faible. Me menaces-tu? Non, je te dis où est la limite. Gérald regardait le sol, maintenant. Pas moi. Pas Donna, juste l'herbe entre ses chaussures. Ses bras étaient le long de son corps. La pince était sur le barbecue. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser que les fondations sur lesquelles il se tenait étaient faites de sable. Beth a hoché lentement la tête. Frank s'est frotté le visage. Rachel a passé la main sous la table, et m'a serré la main. Juste une fois, rapidement, puis elle a lâché. J'ai regardé ma mère. Je t'aime, maman, mais l'amour ne signifie pas que je doive dire oui à tout. J'ai regardé mon père. Je te respecte, papa, mais le respect, ça va dans les deux sens. J'ai regardé Meredith. J'aime tes enfants. Je t'aime, mais je ne suis pas ta solution. Personne n'a objecté. Personne n'a argumenté. Pour la première fois en 30 ans, ma famille m'a entendu, et n'a rien eu à répondre. J'ai marché jusqu'au bout de la table, où Sophie et Jacques étaient assis, inconscients de tout ce qui venait de se passer. Jacques empilait des gobelets en plastique. Sophie dessinait un papillon sur une assiette en carton. Je me suis accroupi, et j'ai embrassé Sophie sur le front.
C'est un magnifique papillon, ma chérie. Elle a levé les yeux. Tante Sienna, tu viens vivre avec nous? J'ai lissé ses cheveux. Non, mon cœur, mais je viendrai vous rendre visite. Je le promets. Elle a hoché la tête, comme si c'était une réponse parfaitement acceptable, et est retournée à son dessin. Les enfants acceptent mieux les limites que les adultes. C'est drôle comme ça marche. Je me suis levé, et je me suis tourné vers Meredith. J'aime tes enfants et je t'aime, mais je ne peux pas être ce dont tu as besoin que je sois en ce moment. J'espère que tu comprendras ça un jour. Meredith n'a pas répondu. Ses yeux étaient rouges, sa mâchoire serrée. Todd m'a fait un petit signe de tête. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Je me suis tourné vers mes parents. Je vous aime tous les deux, mais l'amour ne signifie pas l'obéissance. Ça ne l'a jamais été. Gérald n'a rien dit. Les mains de Donna couvraient sa bouche. Qu'elle cache un sanglot, ou qu'elle se morde les lèvres pour se retenir, je ne pouvais pas le dire. J'ai pris mon sac sur la chaise, j'ai enfilé ma veste, et j'ai marché vers le portail. Patricia m'a rejointe à la voiture. Elle n'a rien dit au début, elle m'a juste prise dans ses bras. Une étreinte serrée et stable. Le genre de câlin qu'on donne à quelqu'un, quand les mots ne suffisent pas. Tu as bien agi, gamine. Je tremble. Je sais. C'est à ça qu'on sait que c'était important. Je suis monté dans ma voiture, j'ai reculé dans l'allée, et j'ai conduit jusqu'à chez moi. Je n'ai pas pleuré. J'ai baissé les vitres, j'ai laissé l'air chaud remplir l'habitacle, et j'ai conduit avec mes mains fermement posées sur le volant, et la radio éteinte. Juste moi, juste la route, juste le son de quelqu'un qui se choisit enfin. La première semaine après ce dimanche, a été la plus calme que mon téléphone ait connue depuis des années. Donna n'a pas appelé. Gérald n'a pas appelé. Meredith m'a bloqué sur tout. Instagram, Facebook, même Venmo. Un exil numérique total. Le genre de silence qui est censé vous punir. Sauf que ça ressemblait à la première vraie respiration, que j'avais prise depuis un mois. Patricia appelait tous les soirs. Des appels rapides, jamais insistants. Comment s'est passée ta journée? As-tu mangé quelque chose de vrai? Je suis fier de toi. Rachel m'envoyait des textos presque tous les jours. Des liens vers des articles sur la façon de poser des limites, des mèmes sur les drames familiaux, de temps en temps je prends juste des nouvelles. Elle n'avait pas besoin de faire tout ça. Elle l'a fait quand même. L'oncle Frank a appelé le jeudi. Sa voix était prudente, mesurée, comme un homme qui se ferait un chemin, à travers un champ dont il n'est pas sûr qu'il soit sans danger. Je veux que tu saches que je n'étais pas au courant pour cette histoire de police. Ce n'était pas bien. Merci, oncle Frank. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais la police. C'était mal. Ta mère n'aurait pas dû faire ça. Ce n'était pas un soutien total. Mais c'était quelque chose. Une fissure dans le mur. À l'église, le dimanche suivant, Donna est tombée sur une femme de son club de lecture. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des problèmes à votre dîner de famille, a dit la femme. Donna a souri de manière crispée. Juste un malentendu. Mais le mot était passé. Pas parce que je l'avais répandu. Je n'en avais parlé à personne en dehors de la famille. Les proches qui avaient été là avaient parlé. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. C'est ce qui arrive quand vous organisez une confrontation publique, et que l'autre personne se pointe avec la vérité. Pendant ce temps, je me suis assise à la table de ma cuisine le lundi matin, j'ai ouvert le dossier Hollowell, et je me suis mise au travail. L'audit du deuxième trimestre n'allait pas se faire tout seul. J'ai soumis la lettre de mission préliminaire à Linda le mercredi. À l'heure, et même en avance. En fait, Meredith et Todd ont dû se débrouiller. C'est la partie que personne ne veut entendre, mais c'est la partie qui compte. Quand l'option gratuite s'en va, vous devez faire face au coût réel. Todd a pris des quarts de travail supplémentaires. Rien de prestigieux. Il est passé de 32 à 44 heures au centre de distribution. Il a demandé à son superviseur le créneau du samedi matin, dont personne ne voulait. Il l'a eu. Meredith a fait une demande pour le Child Care Development Fund de l'Indiana, le programme de subvention de l'État, qui couvre une partie des frais de garde pour les familles sous un certain seuil de revenus.
Avec la réduction des heures de Todd, ils étaient éligibles. Ce n'était pas le pactole. Cela couvrait environ 60% du coût mensuel, mais 60% de $3 900, c'est une sacrée bouffée d'oxygène. Donna, pour la première fois depuis des années, a commencé à garder Sophie et Jacques 2 après-midi par semaine. Non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce qu'elle y était obligée. Le travail gratuit qu'elle m'avait sous-traité, atterrissait maintenant sur son propre calendrier. Elle a appelé Beth après la première semaine, et a dit, j'avais oublié à quel point c'est épuisant. Beth m'a dit plus tard, je n'ai pas ri. Mais j'en avais envie. Meredith ne m'avait toujours pas contacté, mais elle avait envoyé un texto à Rachel. Je n'arrive pas à croire qu'elle nous ait fait ça. Rachel m'a envoyé la capture d'écran. Je l'ai lu une fois, puis j'ai rangé mon téléphone. Je n'étais pas surprise. Meredith n'était pas en colère parce que je l'avais blessée. Elle était en colère parce que le système qu'elle avait construit autour d'elle, le système où j'étais la solution silencieuse, disponible et non rémunérée, avait cessé de fonctionner. Todd, en revanche, m'a envoyé un texto directement. Court, honnête. Je suis désolé, Sienna. J'aurais dû parler plus tôt. Nous sommes en train de nous arranger. J'espère que tu sais que je pensais ce que j'ai dit. J'ai fixé le message pendant un moment, puis j'ai répondu, merci, Todd. J'apprécie. C'était petit, mais c'était sincère. 3 semaines plus tard, Gérald a appelé. J'étais assise sur mon canapé, en train d'examiner des documents de travail d'audit, quand son nom s'est allumé sur l'écran. J'ai failli le laisser sonner dans le vide, mais quelque chose, pas de la culpabilité, pas une obligation, peut-être juste l'espoir têtu d'une fille, m'a fait décrocher. Et, papa. Et. Il est resté silencieux pendant un long moment. Je pouvais entendre la télévision en arrière-plan. Doucement. Un match de baseball. Ta mère veut t'appeler. Elle ne sait pas quoi dire. Elle pourrait commencer par s'excuser. Encore du silence. J'ai écouté le craquement d'une batte, à travers le téléphone. Je sais que l'histoire de la police était une erreur. Je ne savais pas qu'elle avait fait ça, avant que tu ne le dises dimanche. D'accord. Elle n'aurait pas dû le faire. Non, elle n'aurait pas dû. Une autre pause. Celle-ci était différente. Plus lourde, comme s'il poussait vers le haut d'une colline, quelque chose qui était resté au même endroit pendant 61 ans. Et ce que tu as dit sur le fait que je t'ai ordonné d'emménager, sur le fait de ne pas avoir demandé. Il s'est raclé la gorge. J'y ai pensé. Et j'ai l'habitude de décider des choses pour la maison, pour la famille. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Je sais. Pat m'a dit certaines choses cette semaine, sur ce qui lui est arrivé. Je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas de cette façon avant. De quelle façon le vois-tu maintenant? Il a expiré longuement, et lentement. Je vois que je t'ai donné l'impression que tu n'avais pas le choix, et ce n'était pas normal. Je suis resté avec ça pendant un moment. Ce n'était pas une excuse. Il n'avait pas dit « je suis désolé ». Il avait dit que ce n'était pas normal. Ce qui est la chose la plus proche, pour un homme comme Gérald Upton, d'admettre ses torts. Ce n'est pas une excuse, papa, mais c'est un début. Ouais, a-t-il dit doucement. Je sais. Il a raccroché quelques minutes plus tard. Pas de câlin, pas de larmes, juste un fil fin tendu entre nous. Fragile, mais qui tenait bon. Un mois après ce fameux dimanche, mon téléphone a vibré à 9 h du matin. Donna, pas un appel, un SMS. Je n'aurais pas dû appeler la police. Je le sais maintenant. Je l'ai lu 3 fois. J'ai compté les mots. 12 mots. Pas de « je suis désolé ». Pas de « s'il te plaît, pardonne-moi ». Pas d'émoji, pas de mur de texte explicatif pour justifier pourquoi elle était, en fait, dans son bon droit. Juste l'aveu, brut et court, et probablement les mots les plus difficiles que Donna Upton n'ait jamais tapés. J'ai posé le téléphone, et je me suis versé une tasse de café, j'ai pris une gorgée, j'y ai réfléchi, puis je l'ai repris et j'ai répondu « merci de l'avoir dit ». Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Voudrais-tu venir dîner samedi? Juste moi et ton père, personne d'autre.
Je suis resté debout au comptoir de la cuisine, et j'ai attendu. Une partie de moi, la partie qui avait été entraînée depuis l'enfance à arrondir les angles, voulait dire oui immédiatement, se précipiter dans la maison, et faire comme si le mois dernier n'avait pas existé. Mais ce n'était plus comme ça que ça marchait. D'accord, ai-je tapé, mais j'apporte le dessert, et je pars à 21h. D'accord. Un seul mot, pas de dispute, pas de condition. J'ai fixé ce simple d'accord sur mon écran pendant un long moment. C'était la chose la plus honnête que ma mère m'ait dite depuis des années. Pas l'aveu à propos de la police. Ça, c'était le minimum syndical. Mais le d'accord, l'acceptation d'une limite sans résistance, sans culpabilité, sans un essai de 5 paragraphes sur tous ses sacrifices. Ça, c'était nouveau. Ce n'était pas le pardon. Nous n'en étions pas encore là. Peut-être que nous n'y arriverions jamais complètement. Mais c'était une porte entr'ouverte, juste assez pour laisser passer un peu de lumière. J'ai ajouté samedi à mon calendrier, et je suis retourné au travail. 3 mois plus tard, j'ai soumis ma candidature à l'examen de CPA un mardi matin, 2 semaines avant la date limite d'octobre. Linda a passé en revue mon dossier Hollowell du 2e trimestre cette même semaine, et m'a appelé depuis sa voiture, en route pour un rendez-vous client. C'est le meilleur travail que j'ai vu de votre part, Sienna. Je le pense vraiment. J'ai dit merci, j'ai raccroché, et je me suis assise à la table de ma cuisine pendant 1 minute entière, simplement en respirant. La mission Hollowell m'a valu une lettre de recommandation. Linda l'a écrite elle-même. 2 paragraphes, professionnels, précis. Le genre de lettre qui ouvre des portes dans les grands cabinets, le genre que je visais depuis des années. Je gardais Sophie et Jacques une fois par mois, un samedi après-midi, programmé à l'avance. Je les récupérais à 11h. Je les ramenais à 16h. Je les emmenais au parc, je leur achetais des glaces, j'aidais Sophie avec ses lettres, et je laissais Jacques courir jusqu'à en avoir le tournis sur les balançoires. C'était suffisant pour eux, et pour moi. Ma relation avec mes parents était différente maintenant, pas pire, différente. Les dîners du samedi avaient lieu 2 fois par mois. Donna retombait parfois dans ses vieux schémas. Un commentaire sur mon appartement, une allusion sur le fait de rencontrer quelqu'un de bien, mais quand elle le faisait, je disais, « Maman, on en a parlé. » Et elle s'arrêtait. Pas gracieusement, pas sans une lueur d'irritation, mais elle s'arrêtait. Gérald était plus silencieux, ce qui, pour un homme qui avait passé 61 ans à remplir le silence avec des ordres, était en soi une forme de changement. Meredith ne s'était pas excusée. Elle ne le ferait probablement jamais, mais elle avait arrêté de me traiter d'égoïste devant les proches. Et Todd m'a dit qu'elle avait commencé à chercher un travail à temps partiel à distance, pour après l'arrivée du bébé. Ce n'était pas une rédemption. C'était de la logistique. Mais au moins, elle avait arrêté d'attendre que quelqu'un d'autre porte le fardeau. Le système avait changé. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais refusé de perdre. Voici ce que j'ai appris. Votre famille vous dira qu'elle sait ce qui est le mieux pour vous. Parfois, ils ont raison. Parfois, ce qui est le mieux pour vous, c'est juste leur façon de dire ce qui est le plus pratique pour nous. Je ne déteste pas ma famille. Je ne leur souhaite pas de mal. J'appelle toujours ma mère. Je serre toujours mon père dans mes bras. J'aime toujours les enfants de ma sœur comme s'ils étaient les miens. Mais j'ai arrêté de laisser l'amour être une laisse. Pendant 30 ans, j'ai cru qu'être une bonne fille, c'était dire oui. Oui aux voyages supplémentaires, oui au babysitting, oui aux obligations des fêtes, oui à la culpabilité, oui à la dette de $12 000, qui a acheté ma docilité pendant près d'une décennie. Je pensais que si je continuais simplement à donner, il finirait par me voir. Par me voir vraiment. Pas comme le plan de secours, pas comme celle qui n'a rien de prévu, mais comme une personne avec une vie digne de respect. Ils ne m'ont pas vu, jusqu'à ce que je me lève, et que je les oblige à regarder. Ce n'est pas une vérité joyeuse, mais c'est une vérité honnête. Poser une limite n'a pas tout réglé. Ma mère a toujours du mal avec ça. Ma sœur m'en veut toujours. Mon père essaie, à sa manière lente et têtue, de comprendre une langue qu'on ne lui a jamais apprise. Mais voici la chose à propos des limites. Ce ne sont pas des murs. Ce sont des portes. C'est vous qui décidez quand elles s'ouvrent, et quand elles se ferment. Vous décidez qu'il est franchi,
et à quelles conditions. Et vous ne devez d'explication à personne, pour les garder verrouillés quand vous en avez besoin. Si vous écoutez ceci, et que vous êtes au milieu de votre propre version de cette histoire, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas égoïste de dire non. Vous n'êtes pas ingrat de vouloir votre propre vie. Et vous n'êtes pas brisé, parce que les personnes qui vous ont élevé, ne peuvent pas voir au-delà de leur propre modèle. Vous êtes juste réveillé, et c'est suffisant. C'est l'automne, maintenant. L'air d'octobre. Les feuilles de l'érable, par la fenêtre de ma cuisine, ont commencé à tourner. Dorées sur les bords, encore vertes au centre. Je suis assise à ma table, l'ordinateur portable ouvert, le classeur de préparation au CPA à gauche. Les notes de suivi d'Hollowell à droite. Mon café qui refroidit près de mon coude, parce que je le sers toujours, et j'oublie de le boire. Mon téléphone vibre. Patricia. Fière de toi, gamine. Déchire cet examen. Je souris, et je réponds avec un emoji cœur. Elle m'en renvoie un. C'est notre truc, maintenant. Court, chaleureux, constant. Le genre de relation, dont je ne savais pas qu'elle me manquait. Une minute plus tard, une autre vibration. Le nom de Meredith. Je ne l'ai pas vu sur mon écran depuis des semaines. Le bébé est prévu dans 6 semaines. Voudrais-tu venir à la baby shower? Aucune pression. Je le fixe. Je le lis 2 fois, 3 fois. Aucune pression. 2 mots qu'elle n'a jamais utilisés avec moi auparavant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est un véritable rameau d'olivier, ou juste une autre manœuvre stratégique. Je ne sais pas si elle a changé, ou si elle a simplement épuisé ses autres options. Mais je sais ceci. Je suis assez forte maintenant, pour entrer dans cette pièce selon mes propres termes. Pour dire oui, et le penser, ou pour dire non, et le penser aussi. Je réponds, envoie-moi la date. Puis je ferme le message, je prends une gorgée de mon café froid, et j'ouvre mon livre de préparation au chapitre 14. Dehors, le vent se lève, les feuilles d'érable bruissent. Quelque part dans la rue, un enfant fait du vélo, et je peux entendre le léger cliquetis des petits trous sur le trottoir. Je me verse une nouvelle tasse de café, je retrouve ma page dans le chapitre, et je retourne à la construction de ma vie, selon mes propres termes. C'est mon histoire. Et je veux vous poser une question. Si vous deviez choisir entre préserver la paix, et vous préserver vous-même, que choisiriez-vous? Laissez votre réponse dans les commentaires. Si vous vous êtes choisi, je suis fier de vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, j'espère que cette histoire vous a donné la permission de commencer. Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, jetez un œil aux vidéos dans la description ci-dessous. Et si celle-ci a signifié quelque chose pour vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.